Bonjour. Toute beauté féminine, lorsqu'elle atteint son paroxysme, vit souvent une relation narcissique, exclusive et enflammée avec elle-même. Un peu comme si la puissance érotique d'un corps magnifique suffisait à son propriétaire. Avec Agnès Sorel, que je vais évoquer pour vous, les apparences se révélaient trompeuses. Si elle avait souvent les yeux baissés, une attitude humble, presque penaude, c'était, sans doute inconsciemment, pour leurrer et affrioler ceux qui l'approchaient. En fait, il lui fallait toujours un œil, caché ou non, posé sur elle pour exister. L'œil qui changera sa destinée et en fit la première des favorites de l'histoire de France, ce fut celui de Charles VII. Un roi timide, pour ne pas dire timoré, triste et perpétuellement anxieux. Comment d'ailleurs pourrait-il ne pas l'être après les terribles épreuves qu'il traversa depuis qu'il était dauphin? Fils d'un père fou, le malheureux Charles VI, destitué par sa mère comme enfant adultérin, moqué par la noblesse, ignoré par le peuple, traqué par les Anglais, il avait connu toutes les humiliations et en 1429, il n'avait même plus de quoi se payer une paire de chaussures et devait faire raccommoder les manches de son vieux pourpoint. Le temps qui fuit n'a pas effacé ses souvenirs pénibles. La guerre de Cent Ans a dépassé le siècle depuis peu. Jeanne d'Arc a été brûlée il y a 12 ans, et les Anglais vont de défaite en défaite, mais Charles VII est toujours mal dans sa peau. Il manque de confiance en lui, a peur de l'avenir, vit dans l'angoisse perpétuelle. Physiquement, il n'est guère avantagé, comme nous le prouve le tableau qu'a fait de lui Jean Fouquet. De petits yeux, au regard inquiet, un long nez surplombant une bouche épaisse, des membres grêles, des genoux cagneux et un maintien gauche. Pourtant, celui que l'on appelait jadis avec sarcasme le petit roi de Bourges était devenu le très victorieux. Et c'est alors qu'il rencontra pour la première fois Agnès Sorel. Même s'il affectait depuis quelques mois une mâle assurance, il dissimulait encore mal son angoisse abyssale, et sa cour était réduite au minimum. Quelques pièces presque insalubres dans les châteaux où il se déplaçait sans cesse, comme s'il était continuellement poursuivi. Bon époux, il eut avec sa femme, Marie d'Anjou, pas moins de 13 enfants, dont l'aîné qui régnera sous le nom de Louis XI. Marie d'Anjou détient le record dans l'histoire de la reine de France la plus féconde et qui eut le plus d'enfants. C'est une épouse aimante et fidèle qui partagea avec lui les infortunes de son début de règne, mais on ne peut pas dire qu'il l'aima véritablement d'amour. Il faut préciser que si Charles n'est pas très beau, Marie est franchement laide, avec son visage à faire peur aux Anglais. Elle en est parfaitement consciente et ne se montre que rarement en public, se consacrant principalement à l'éducation de ses nombreux enfants. Ce 19 mars 1443, Charles VII reçut à Toulouse son beau-frère, René d'Anjou, le fameux roi René, et sa belle-sœur, Isabelle de Lorraine, ancien souverain de Sicile, qui venait tout juste de perdre leur royaume. Mais, faisant contre mauvaise fortune bon cœur,
Cela ne les empêcha nullement de faire honneur à la petite fête organisée par le roi. Charles était, pour une fois, de bonne humeur et détendu, et participa même au bal. C'est alors que son regard se porta sur une jeune fille blonde, au visage pur, aux yeux d'un bleu d'azur et à la peau laiteuse. Elle était d'une beauté éblouissante. Sa taille était fine et cambrée, et sa robe serrée près du corps était audacieusement décolletée et dissimulait à peine sa poitrine généreuse. Il interrogea aussitôt son chambellan. « Mais de qui s'agit-il? Je ne l'ai jamais vu auparavant. »« C'est Agnès Sorel, sire, la pupille de la reine de Sicile. » Charles est ébloui, ensorcelé, subjugué, mais sa timidité maladive l'empêche de faire les premiers pas, et tout roi qu'il est, il reste comme pétrifié, les bras ballants, et la contemple en silence. Ce sont surtout ces seins, ces petits démons, comme dira Louis XIV à propos de ceux de Madame de Montespan, qui l'hypnotisent littéralement. Et bientôt, de grosses gouttes de sueur coulent sur son visage enfiévré. Alors, Agnès, qui a remarqué son trouble, décide de l'aborder très simplement, comme l'avait fait Jeanne d'Arc quelques années auparavant, mais pour d'autres raisons. Elle s'approcha lentement, en baissant les yeux, consciente peut-être d'obéir à son destin, et lui dit d'une voix tout aussi douce que son visage: « Sire, me ferez-vous danser ?» Sur son visage, aux lignes pures, une immense douceur et une grande bonté transparaissent. Charles éprouva alors en cet instant même la plus grande émotion de sa vie. Le soir même, il la reçoit dans sa chambre, fait signe aux quelques courtisans qui l'accompagnaient à cette heure tardive pour qu'il les laissasse seuls, et prend son courage à deux mains. Agnès baisse de nouveau les yeux et rougit. Elle est innocente, certes, mais elle sait néanmoins à quoi s'attendre. À la lumière blafarde des bougies, le roi soudain cède à sa passion. Il se serait approché d'elle, l'aurait pris dans ses bras et lui aurait murmuré à l'oreille: « Oh, c'est un sacrilège, madame, que de cacher des seins comme les vôtres. Vous provoquez votre roi. Montrez-les-moi, je suis fou de désir. » Essaya-t-elle de le raisonner? Peut-être, mais sans doute sans trop de conviction. Le sentiment de la turpitude lié au plaisir charnel que la religion imposait aux jeunes filles de bonne famille s'évanouit devant la passion torride du roi. Elle prit aussi conscience de son pouvoir sur le souverain et céda à sa flamme sans aucune réticence. Et c'est là que commença cet étonnant roman d'amour entre un roi qui, contrairement à presque tous les souverains, n'avait eu aucune aventure, un homme au physique et au caractère ingrat, qui n'avait jamais aimé d'amour, et découvrait ce jour-là un sentiment nouveau pour lui, et cette jeune fille de 20 ans, née à Fromenteau, en Touraine, de noble origine malgré l'absence de particules, et d'une beauté exceptionnelle. Seule la mort mettra un terme à cette singulière liaison qui commençait et provoquera jalousie et indignation. De Toulouse, Charles et Agnès accompagnèrent en Poitou René d'Anjou et Isabelle, et ce fut un peu pour eux un voyage de noces. Mais Agnès
est l'une des dames de compagnie d'Isabelle, et elle doit suivre le couple sur les terres d'Anjou. Charles VII lui fait alors ses adieux, mais il est désespéré et jure devant Dieu de la revoir au plus vite. Il rentre donc à Tours, la mine sombre, avec la cour. Il y retrouve sa femme enceinte de leur 13e enfant. Elle a assisté à cette première infidélité de son époux, et elle en est profondément attristée, sans toutefois lui en vouloir, car Agnès est si belle, et elle si laide. L'essentiel n'est-il pas que le roi revienne auprès d'elle? Elle pense à tort que Charles ne tardera pas à oublier cette jeune fille de 20 ans de moins que lui. Mais l'amour a donné au timide Charles VII une audace incroyable. Au bout de quelques jours seulement, il rend visite à la reine et l'informe qu'il doit se rendre à Saumur. C'est dans cette ville que se trouvent Isabelle de Lorraine et ses suivantes, parmi lesquelles Agnès Sorel. Marie a compris aussitôt et lui lance dans un sanglot: « Vous n'allez tout de même pas m'infliger cet affront alors que notre enfant va naître ?» « Ne vous inquiétez pas, mamie, je reviendrai avant la naissance. » Mais Charles ne tint pas sa promesse. Il est trop amoureux. Il reste plusieurs jours, plusieurs mois même, à Saumur, dans les bras d'Agnès, et sa femme accouche seule à Tours. Quand il revint, c'est avec elle, la belle Agnès. Il a décidé d'ailleurs d'officialiser leur liaison. Et c'est ainsi qu'Agnès Sorel, à qui l'on donnait le bon Dieu sans confession, devint la première favorite de l'histoire de France, aux grandes dames du dauphin Louis, futur Louis XI, dont la piété confinait à la bigoterie et qui n'acceptera jamais cette situation qu'il jugeait honteuse. Agnès était pour lui la pécheresse qui damne un roi très chrétien. On l'accusa aussitôt de toutes les ignominies, de toutes les turpitudes. On prétendit qu'elle était en relation avec le sulfureux François Prelati, le mage fidèle de Gilles de Rais, l'ancien compagnon de Jeanne et inspirateur du personnage de Barbe Bleue. Prelati prétendait avoir conclu un pacte avec le démon, lequel lui aurait assuré sa protection. Condamné à la prison perpétuelle lors du procès de Gilles de Rais et de ses compagnons, il avait réussi à s'évader de sa prison et bénéficier de la protection de René d'Anjou, qui le fit gouverneur de La Roche-sur-Yon. Du fait qu'Agnès avait été dame de compagnie d'Isabelle, l'épouse de René, on imagina un invraisemblable scénario, alors qu'elle n'avait jamais rencontré Prelati. En 1445, le mage, qui régnait en tyran sur la ville, voulut s'attaquer au puissant trésorier de Bretagne, Geoffroy le Ferron. Mal lui en prit. Il fut arrêté et pendu sur le champ. D'autres calomnies furent déversées sur la belle Agnès par le dauphin et par ceux, nombreux à la cour, qui la jalousaient. Mais Charles se moquait bien de tous ces ragots. Pour la première fois de sa vie, sans doute, il était parfaitement heureux, et Agnès se révélera être une compagne aimante et attentionnée. Tous ceux qui l'approchent alors en sont médusés. On ne le reconnaît plus. Il est métamorphosé, le bon roi Charles. Terminé, le visage grave et triste, il est souriant et joyeux. On le surprend même à fredonner des chansons. Il n'a plus peur, il n'est plus seul. Il a rajeuni de 20 ans et le bonheur, dit-on, le rend presque beau. La terre a bougé, le monde a changé. Il s'est tout à coup
parée de promesses. Louis, de son côté, enrage. Il ne supporte pas ce bonheur, et il ne dissimule pas sa jalousie et son mépris pour son père, avec lequel les rapports ont d'ailleurs toujours été compliqués. Très rapidement, lorsqu'il atteignit l'âge de 16 ans, ils devinrent très difficiles et seront bientôt franchement détestables. Alors qu'il n'avait que 13 ans, Charles VII lui fit épouser Marguerite d'Écosse, pour laquelle il n'avait aucune attirance, mais cette union, dans l'esprit du roi, était essentiellement stratégique, l'Écosse étant alliée à la France contre les Anglais. À l'âge de 16 ans, Louis clame très haut son mécontentement et met en cause l'autorité paternelle. Dévoué à sa mère, qui redoutait une rupture, il se fit plus discret. Et 4 ans plus tard, il eût fallu bien, comme Marie et comme tout le monde, accepter la présence d'Agnès Sorel, qui ne supportait toujours pas. Ils avaient pourtant le même âge, juste un peu plus de 20 ans. Désormais, il assumait à la cour son rôle de dauphin avec zèle, et à ce titre il accompagna son père dans les provinces du Sud pour y collecter de l'argent. Au cours de ces déplacements, il eut l'occasion d'entendre plus d'un délégué se plaindre des exactions commises par les fonctionnaires royaux. Il traversa des campagnes dévastées par les grandes compagnies, auxquelles on donnait désormais le nom d'écorcheurs. Et il put constater que, dans l'entourage du roi, on était souvent prodigue en paroles, mais avare d'action. Il commença alors à conspirer avec des princes irrités contre le roi, et il rejoignit la praguerie, révolte de nobles mécontents. Il rêvait de prendre en main les rênes du pouvoir. En vain, Charles VII tenta de calmer ses ardeurs en lui concédant le gouvernement du Dauphiné. Mais ce fils rebelle continua à lui causer bien du souci. Charles VII trônait désormais au faîte d'une société chevaleresque et présidait joutes, danses, banquets, tournois et autres festivités. Il semblait prendre sa revanche après des années d'outrage et de vexation. En fait, l'étalage du luxe, cette magnificence et cette largesse servaient un dessein éminemment politique pour bâtir ou conforter une renommée, s'attirer sympathie et fidélité. Agnès n'oubliez jamais de lui rappeler tous les jours l'importance de l'image qu'il doit donner de lui et de la France. Pour Charles VII, contesté et humilié au début de son règne, c'est une consécration. Il est surnommé le victorieux, mais aussi le bien servi. Bien servi par 2 femmes, Jeanne d'Arc et aujourd'hui Agnès Sorel. Sa table, écrivit un chroniqueur, était couverte de ce qu'il y avait de plus délicat en viande et de plus exquis en vin, et les repas étaient suivis, dans certains jours, de spectacles que l'on appelait mystères. Dans ces mystères, dont ceux évoquant l'épopée de la pucelle, comme le mystère du siège d'Orléans, l'intention politique était évidente. Il s'agissait de faire revivre des hauts faits et d'en tirer profit, même si tout le monde savait que lorsque Jeanne d'Arc fut condamnée au bûcher, Charles l'abandonna à son malheureux sort. Ils étaient en général représentés avec un luxe inouï et accompagnés d'orchestres et de ces danses de caractère que l'on appelait morisques et dont Agnès raffolait. On reprochera au roi ces dépenses présentées comme excessives, mais elles l'étaient bien moins que celles des grands seigneurs de ce temps. Je pense notamment à Gilles de Ré, exécuté à Nantes en 1440.
Par ailleurs, Charles VII dépensera aussi des sommes considérables pour doter des communautés de religieux et soulager la misère dans les campagnes. Ainsi donc, la roue tournait enfin pour lui. L'horizon s'éclaircissait, et après avoir envoyé une pucelle pour sauver son honneur et sa couronne, maintenant qu'était révolu le temps de la sainteté, Dieu lui avait envoyé une perle rare, de surcroît la plus belle fille de France, Agnès Sorel. Elle pouvait s'enorgueillir désormais de mériter le titre de dame de beauté, non seulement en vertu des charmes dont l'avait paré la nature, mais grâce à la générosité de Charles qui lui avait offert près de Paris, à l'orée du bois de Vincennes, le superbe manoir de Beauté-sur-Marne, un bijou d'architecture, aujourd'hui malheureusement disparu, que le poète champenois Eustache Deschamps célébrera dans ses vers. Sur tous les lieux plaisants et agréables que l'on pourrait en ce monde trouver, édifiés de manoirs convenables, gais et jolis, pour vivre et demeurer joyeusement, puis devant tous prouver que c'est à la fin du bois de Vincennes que fit faire le roi Charles, que Dieu donne paix, joie et santé, son fils aîné, dauphin de Viennois, donna le nom à celui de beauté. Charles la fera également châtelaine de Loches et comtesse de Penthièvre. Puis elle reçut la seigneurie de Roquesesières en Rouergue et celle d'Issoudun, de Vernon et d'Anneville. Quoiqu'elle eût donné d'ores et déjà un enfant au roi dès le début de leur liaison officielle, c'est à Nancy qu'elle devint, en 1445, ce que la France n'avait jamais connu auparavant, la maîtresse officielle. Désormais, le roi ne pouvait plus supporter qu'elle lui manquât un instant. À table, au lit, au conseil, il fallait toujours qu'elle fût à ses côtés. Hardie et enjouée, elle éloigna de lui les hommes néfastes et austères et l'entoura de joyeux jeunes gens, par ailleurs soldats courageux et fidèles, et le roi découvrait enfin, à plus de 40 ans, les plaisirs de la jeunesse et couvrait de terre et d'honneur ses nouveaux favoris, provoquant quotidiennement la colère du dauphin. Celui-ci, dans une cour aussi haute en couleur, faisait piètre figure, avec son habit de bure, sa barbe de 15 jours, son mauvais chapeau crasseux et informe, ses ongles sales et ses cheveux mal peignés. Lui qui détestait le luxe, aimait la vie rude des camps et la proximité des gens du peuple et des paysans, avait l'impression de n'être rien à la cour et d'être considéré par les grands seigneurs et les courtisans comme un étranger. Sa femme, elle-même, n'était pas de son bord. Tandis que son mari demeurait le plus besogneux des princes, la petite Marguerite d'Écosse s'était transformée en princesse de conte de fées. Alors que, sans emploi à la cour du roi, Louis ne recevait pas un liard de son père pour payer ses dépenses en hommes, armes et chevaux, Charles offrait à sa bru 2000 livres pour s'acheter soieries et fourrures. Le fait qu'elle ne lui donnait pas d'enfant lui déplaisait tout autant que la vie de papillon qu'elle menait. Louis avait donc le sentiment d'être le mal-aimé, et ce sentiment n'arrangea pas ses relations avec son père. Il faut bien dire qu'il ne mettait pas du sien et était exécrable avec tout le monde, et d'abord avec Agnès. La dame de beauté avait eu l'intelligence de s'allier avec Pierre de Brézé, un puissant seigneur normand, sénéchal d'Angers et de Poitou,
qui avait attiré sur lui l'attention du roi et devint l'un de ses plus proches conseillers et de ses plus importants ministres. Tandis que la belle Agnès, avec sagesse et clairvoyance, gouvernait le roi, vaillant soldat et administrateur de talent, Pierre de Brézé se maintenait au-dessus d'une foule d'intérêts politiques rivaux. C'était un homme avisé et généreux, par ailleurs excellent orateur, le plus habile de son temps, disait-on. Là où son épée ne pouvait vaincre, sa langue remportait la bataille, écrivit à son propos l'historiographe bourguignon Georges Chastelain. Louis lancera contre lui une violente campagne politique visant à convaincre le roi de le démettre, lui et ses principaux partisans, des fonctions qu'ils occupaient au gouvernement. Mais il ne parvint pas à ses fins, et ce fut à Agnès de subir sa mauvaise humeur. D'après Silvius Piccolomini, futur pape Pie II, pris d'un accès de colère, il aurait injurié Agnès avant de tirer son épée et de la poursuivre jusqu'au lit du roi. Selon d'autres comptes rendus, il se serait contenté de la souffleter en public. Quoi qu'il en soit, il y eut un joli scandale qui consommait la disgrâce du dauphin et aggrava encore son isolement. Furieux, il coupa la queue de tous ses chevaux, sous prétexte qu'il fallait les écourter, tout comme l'avait été leur maître. Cependant, si ses tentatives pour accéder au pouvoir avaient complètement échoué, il avait au moins réussi à se mettre dans une position telle que le roi et Brézé se virent contraints de lui confier une mission qui l'éloigna de la cour. Le 1er janvier 1447, il prenait la route du Dauphiné. Il avait alors 23 ans et n'allait plus revoir son père. En quittant la cour, il s'écria haut et fort « Je me vengerai de tous ceux qui m'ont mis hors de ma maison !» Loin d'être uniquement décorative, la dame de beauté joua aussi un rôle politique bénéfique. Elle était du parti de la guerre, comme Pierre de Brézé qu'elle prit sous sa protection. Sa tâche prioritaire était d'achever le travail accompli par Jeanne d'Arc, à savoir de chasser définitivement les Anglais hors du pays. Olivier de la Marche, qui était bourguignon, donc un ennemi, conviendra cependant qu'elle fit en sa qualité beaucoup de bien au royaume. Elle influencera positivement le roi, et ses efforts porteront leurs fruits, puisque, après avoir longtemps tergiversé, comme à son habitude, Charles VII finira par opter en faveur de la reprise de la guerre. En 1448, il engage ses troupes en Normandie, et c'est aussitôt le succès. La province ne tarde pas à être reconquise, et le 10 novembre 1448, il faisait son entrée solennelle à Rouen. De là, les opérations s'enchaînèrent pour prendre les dernières poches de résistance anglaise. Par ailleurs, Agnès voulait aussi développer les arts et les lettres et rendre la France aussi brillante que sa voisine italienne qui rayonnait alors d'un éclat incomparable. Incontestablement, elle inaugura des temps nouveaux et marqua la fin du Moyen-Âge. On peut même dire qu'elle fut la première figure de la Renaissance en France. Elle vint imposer une nouvelle mode, la mettant en valeur et lui permettant de se distinguer des autres femmes. Elle épile ses sourcils et ses cheveux pour que son front semble plus grand sous la coiffe ou le hennin. Ses robes ne sont plus seulement décolletées, découvrant les épaules et les seins, mais serrées et lacées sur le ventre. Leurs traînes atteignent facilement jusqu'à 8 mètres, et les coiffures s'enflent démesurément.
Bientôt, à la cour, elle est imitée avec plus ou moins de bonheur. Le peintre Jean Fouquet fait son portrait d'elle un sein nu, jaillissant de sa robe, et la représente également le sein nu en Vierge Marie. Ce tableau célèbre, La Vierge à l'enfant, qui se trouve au musée des Beaux-Arts à Anvers, provoqua un scandale inimaginable et la colère de tous les censeurs du royaume. Cachez ce sein que je ne saurais voir. Elle fait crier à l'impudeur, à l'indécence. Le chevalier de la tour de Landry, dans un livre qu'il dictera pour l'éducation de ses filles, est l'un des plus virulents. Au jour du jugement, l'archange Michel posera dans la balance les robes dont le poids la vouera à la damnation éternelle. Mais Agnès ne s'en soucie guère. Elle reste de marbre et ne craint pas, quelque temps plus tard, de s'afficher, par provocation, après un tournoi, dans une armure d'argent entièrement recouverte de pierres précieuses. De son côté, Charles VII est enthousiaste. Il la couvre de bijoux, dont le premier diamant taillé connu dans l'histoire. Elle possède, dit-on, meilleure tapisserie, meilleur linge, meilleure vaisselle, meilleure cuisine, meilleur tout. Mais en accaparant ainsi la première place, elle se fait aussi des ennemis, à commencer par l'Église. Pourtant, elle ne manque à aucun de ses devoirs religieux. À Angers, où elle suit le roi lors de plusieurs de ses séjours dans cette ville, elle ne manque, dit-on, aucun office célébré dans la cathédrale. Ardouin de Bueil, l'évêque d'Angers, avait doté l'école de chant et la cathédrale d'importants moyens. Dans tout l'Occident, à cette époque, les chapitres cathédrales et ceux de certaines collégiales donnaient la mode en fait de chant et de musique sacrée et possédaient des écoles de chant où étaient formés des maîtres. S'imposait alors l'ars nova, sévèrement critiqué pour ses ornements, vocalises et fioritures par les censeurs qui regrettaient amèrement l'art ancien, plus sobre et solennel. Agnès favorisera l'ars nova et aidera financièrement Ardouin de Bueil afin qu'il puisse entretenir en permanence dans son école de chant, la Psalette, un maître et 8 enfants de chœur. Les grands compositeurs, célèbres pour leurs messes et leur musique sacrée, étaient le plus souvent les chantres et les maîtres des chapelles. Ceux de la cathédrale d'Angers étaient appréciés dans tout le royaume. Ils chantaient très souvent avec leurs élèves la mémoire des innocents massacrés par les soldats d'Hérode. Le massacre des innocents avait, des siècles durant, inspiré un très important cycle de thèmes iconographiques adoptés par quantité d'artistes, depuis les ivoiriers byzantins de la haute époque jusqu'aux tailleurs de pierre des chapiteaux ou des fonds baptismaux des églises. Agnès favorisa ces spectacles liturgiques qui connurent le long des temps d'extraordinaires succès. Dans les premières décennies du XVe siècle, les tableaux consacrés à Hérode, à la fuite en Égypte et aux innocents étaient, lors des fêtes religieuses et même lors des entrées princières dans les villes, représentés au carrefour des rues, près des fontaines, sur les parvis des églises ou à l'intérieur des églises. Il est possible que cette dévotion aux enfants martyrs et par extension aux malheureux et aux opprimés ait été en France, dans certaines régions et dans certaines villes, liée au mouvement populaire anti-anglais et aux appels à la reconquête afin de provoquer compassion puis détermination à combattre. Le 13 octobre 1449,
en présence, semble-t-il, d'Agnès, une grande procession de plusieurs milliers d'enfants, 14 000, disait-on, se rendit sous la conduite de l'évêque de Notre-Dame de Paris à la collégiale des Saints Innocents pour implorer le succès de la campagne de Normandie de Charles VII. Pourtant, malgré sa générosité envers elle, l'Église ne porte guère la Dame de Beauté dans son cœur. Seul Ardouin de Bueil prend sa défense et loue sa générosité. Un prêtre de Montbazon écrit: Jour et nuit, elle étudiait. Que vanité pour débaucher les gens et donner aux prudes femmes exemple de perdition et vergogne de bonnes mœurs. À Paris même, les prédicateurs et l'évêque lui-même tempêtent en chair contre ces habillements déplaisants par lesquels on voit tétins, tétines, seins de femmes, fesses et autres choses déplaisantes à Dieu. Elle ironise sur ces critiques, se plaisant à préciser que ce qui est beau est à l'image de Dieu, créateur de toutes choses, et ne peut que lui plaire. Et elle en rajoute une couche lors d'un pèlerinage à Sainte-Geneviève, en faisant son entrée à Paris dans le costume de la reine des fées, avec une ceinture de velours rouge rajustée sur le devant d'orfèvrerie d'or, un long voile d'azur flottant comme une aile jusqu'à terre, une parure de diamants, un collier d'or et d'émeraude. Comme l'Église, le peuple ne l'aime guère. Elle a beau multiplier les donations charitables, secourir les pauvres, recevoir les malades nécessiteux dans ses châteaux, prendre en charge des familles entières de paysans qui connaissent des difficultés liées à de mauvaises récoltes ou des enfants orphelins, elle ne recueille le plus souvent qu'hostilité. En fait, la plupart des gens n'apprécient pas surtout celle qui a pris la place de la bonne reine. Partout, quand elle se déplace, elle est accueillie avec la plus grande froideur. Mais c'est la classe moyenne parisienne qui est le plus irritée contre elle à cause de son train princier. Un bourgeois parisien note dans son journal: parce que le peuple de Paris ne lui fit pas l'accueil que son grand orgueil demandait, elle dit en partant que ce n'était que vilain, que si elle avait su qu'on lui aurait fait si peu d'honneur, elle n'y eût jamais mis les pieds. Ainsi s'en alla la belle Agnès, retournant à son péché. Hélas, quelle pitié quand le chef du royaume donne un si mauvais exemple à son peuple. Cette anecdote n'est sans doute pas inexacte, à la différence près que ce n'est pas le peuple de Paris qui ne lui fit pas l'accueil qu'elle aurait souhaité, mais la petite bourgeoisie parisienne, commerçants et artisans. Agnès était assurément orgueilleuse et ambitieuse, pour elle, mais aussi pour le roi, et surtout pour la France, car elle fut une véritable patriote, qui parvint à sortir le souverain de son apathie et de sa pusillanimité. C'est grâce à elle qu'il finira par repartir au combat contre les Anglais et à leur reprendre la totalité du territoire français, sauf Calais. Elle l'accompagnera au cours de ses campagnes militaires et fera preuve de beaucoup de courage. Elle sera toujours à ses côtés au combat. Si la Dame de Beauté eut l'intelligence de s'allier avec un grand seigneur, Pierre de Brézé, pour convaincre le roi de reprendre la guerre, elle eut également la clairvoyance de favoriser un homme simple, d'origine modeste. Son père était marchand pelletier, fournisseur de la cour de Jean de Berry, et qui avait fait fortune grâce à son travail
et à son esprit. Cet homme, c'est Jacques Coeur, né à Bourges en 1400, grand argentier du roi depuis 1436 et véritable ministre des Finances. Sa tâche consistait à pourvoir aux dépenses de la cour, moyennant une redevance fixe. En entreprenant d'importer en France les mœurs et les coutumes italiennes, Jacques Coeur s'était comme elle heurté à l'Église. Mais il s'était heurté aussi aux traditions françaises bien établies et à l'esprit irrésolu du roi. Le soutien d'Agnès se révéla déterminant pour lui. Il était ambitieux, comme l'exprimait fort bien sa devise restée célèbre, « Un vaillant cœur, rien d'impossible ». Et il est considéré aujourd'hui comme la première esquisse de l'entrepreneur capitaliste. Bientôt, sous son impulsion et celle d'Agnès, la France s'engagea allègrement dans la voie du changement. Changement dans le domaine des arts, de la science, mais aussi des mœurs, de l'économie et de la société. Au début de l'année 1450, Agnès se trouve au château de Loches, tandis que l'armée royale manœuvre en Normandie sous la conduite du roi. Elle, qui aima sincèrement Charles, j'en suis persuadé, même si pour certains historiens elle ne fit que s'en servir pour ses ambitions personnelles, n'a qu'une envie, le rejoindre le plus vite possible, même si celui-ci ne lui avait pas permis de l'accompagner cette fois, car elle était alors de nouveau enceinte. Elle lui avait déjà donné 3 filles qui seront reconnues et porteront le nom de Valois. N'y tenant plus, par un temps glacial, sur des routes boueuses ou enneigées, elle prend la route de Rouen que Charles avait repris aux Anglais après une campagne victorieuse, et elle arrive à l'abbaye de Jumièges, où il se trouvait alors, le 5 janvier. Charles est très surpris, mais si heureux. Voici qu'arrive sa récompense, après des journées de combats acharnés. Mais il feint d'être mécontent. Alors, pour justifier sa venue dans son état, elle invente un prétexte. « Sire, je suis venue vous prévenir d'un complot. » Ne la prenant pas au sérieux, il ne peut s'empêcher d'éclater de rire, et elle lui fait aussitôt écho. Ils s'enlacent tendrement et vont vivre plusieurs semaines merveilleuses, ne se quittant pas une seconde. Malheureusement, elle a été très affaiblie par son voyage et a pris froid. Elle accouche finalement d'un enfant prématuré, de nouveau une fille qui ne vivra que quelques jours. Elle se remet difficilement de son accouchement et le froid environnant n'arrange rien. Le médecin de la reine, maître Robert Poitevin, appelé en urgence, ne dissimule pas ses craintes. Le 9 février, elle est prise d'un flux de ventre et se trouve en quelques heures dans un état désespéré. On tente bien de la rassurer, mais elle a compris tout de suite la situation et fait preuve d'un grand courage. C'est elle qui console Charles, qui est effondré et ne cesse de pleurer. Elle prend ses dispositions testamentaires, choisissant Jacques Coeur et Robert Poitevin pour exécuteurs, et confie la garde de ses filles à sa cousine Antoinette de Maignelet. Elle organise son départ avec sérénité, n'oubliant pas tous ceux qui l'ont toujours soutenue, parfois contre vents et marées, veillant à la rémunération de ses serviteurs et faisant distribuer son argent et ses bijoux aux pauvres et à l'Église, qui ne l'a pourtant jamais épargné. Elle fait notamment une somptueuse donation à Loches et demande qu'une messe anniversaire soit célébrée chaque année en son église. Après avoir exprimé toutes ses volontés,
elle se remit entre les mains de Dieu et va connaître la plus atroce des agonies. Épuisée, elle finit par se laisser tomber sur son oreiller et ferme les yeux. Charles pousse alors un cri. Il la croit morte, mais quelques minutes plus tard, elle se redresse et dit faiblement: « C'est peu de choses que notre fragilité. » Peu de temps après, elle rendit l'âme en invoquant Notre-Dame. Charles VII ne se remettra jamais du départ de la Dame de Beauté. Il quittera Jumièges après avoir fait ériger un monument, aujourd'hui disparu. Il ordonna que ses entrailles soient enterrées dans la collégiale du lieu et son corps rapatrié à Loches. Elle reposera dans le chœur de Notre-Dame de Loches. Son gisant en albâtre très ressemblant la représente les mains jointes, vêtue de l'une de ces robes de féerie qui avaient tant fait parler. Deux angelots soutiennent son coussin de chevet, deux agneaux, symboles de douceur, dorment à ses pieds. Charles VII s'éteindra 5 ans plus tard, après sans avoir pu se réconcilier avec le dauphin. Il se laissera mourir de faim, dit-on, dans la crainte d'être empoisonné par les sbires de son fils, plus vraisemblablement parce qu'il n'avait plus le goût de vivre sans Agnès. La Dame de Beauté était pour lui fontaine de jouvence, source de vie. Sans elle, il la sent qui s'éloigne. La vie le quitte, le lasse, la fatigue à nouveau l'investit. La maladie s'installe. Récite-t-il alors pour sa délectation les vers du troubadour Guillaume d'Aquitaine: « Je veux garder pour moi la plus belle pour me rafraîchir le cœur et le renouveler si bien qu'il ne puisse vieillir. » On te trahit, on te trahit. Ces mots terribles qui retentirent dans la tête de son père un jour d'août 1392 dans une forêt de l'Ouest où il conduisait son armée résonnent à présent dans sa chambre du château de Mehun-sur-Yèvre où, depuis quelques semaines, il reste enfermé. Ces mêmes mots retentiront 22 ans plus tard dans celle de son fils Louis XI à la fin de sa vie. L'angoisse, la méfiance, la vision de traîtres qui les entourent et sont partout dans le royaume sont une constante chez les Valois qui furent tous plus ou moins des névropathes. Désormais, dans les gémissements et les larmes, Charles VII n'est plus qu'un homme accablé par les fautes de toute sa vie, dont il redoute le salaire. Le 22 juillet 1461, au petit matin, il interroge son entourage. « Quel jour est-il » ? « Il est le jour de la glorieuse Madeleine, sire, » lui répond un prêtre. « Ah » reprend-il, « ah, je loue mon Dieu et le remercie de ce qu'il lui plaît que le plus grand pêcheur du monde meure le jour de la pécheresse. » Ce seront ses derniers mots. On raconte qu'ayant appris la mort de son père, Louis tira son mouchoir et l'inonda de larmes en s'écriant tout en sanglotant: « Enfin, ce n'est pas dommage !» Pour en revenir à la Dame de Beauté, sa disparition eut un retentissement énorme dans le royaume. Le chagrin sincère d'un grand nombre de Français démontre qu'en définitive, elle n'était pas aussi détestée qu'on avait bien pu le dire. Par ailleurs, comme nous l'avons déjà indiqué, la rapidité et la soudaineté de son décès suscitèrent de nombreuses questions et firent penser à beaucoup de monde qu'elle avait dû être empoisonnée.
Quelques mois seulement après sa mort, Jacques Coeur, le grand argentier, est arrêté. Il est accusé de s'être enrichi malhonnêtement, mais aussi et surtout d'avoir commandité l'assassinat d'Agnès Sorel. Soumis à la question, il finira par reconnaître certaines manœuvres frauduleuses sur le plan financier, mais niera avec la plus grande énergie l'accusation d'empoisonnement. Celle-ci ne sera pas finalement retenue par la justice, mais il n'en sera pas moins condamné à mort pour escroquerie. Mais l'année suivante, il réussira à s'évader et à se réfugier à Rome auprès du pape Calixte III. Il sera blessé mortellement dans l'île grecque de Chio en combattant les Turcs en 1456 et peu de temps après réhabilité par Louis XI. Les soupçons d'assassinat d'Agnès perdureront pendant des années. Mais, selon l'avis le plus communément répandu, c'est d'une dysenterie contractée sur la route de Rouen ou d'une fièvre puerpérale, c'est-à-dire consécutive à son accouchement, qu'elle serait morte. Ce n'est qu'au début de notre siècle que l'on reparlera d'empoisonnement. Avant d'aborder cette question et de parler des récentes découvertes sensationnelles sur la mort de la Dame de Beauté, il faut toutefois évoquer sa singulière destinée posthume. Après la mort de Charles VII, les chanoines de la collégiale Sainte-Ourse de Loches, guère reconnaissants pour la générosité d'Agnès, demandèrent à Louis XI, qui fut son plus implacable ennemi, la permission d'ôter le tombeau de sa place d'honneur au milieu du chœur. Celui-ci leur demanda alors si elle avait fait de grands dons à leur église. Ils ne purent le nier. Il les invita alors à rendre toute la donation qu'ils avaient reçue d'elle. En contrepartie, il accéderait à leurs désirs. Bien évidemment, ils refusèrent. Indigné, ou feignant l'indignation, Louis XI s'écria alors: « Non seulement je vous défends de troubler ses cendres en déplaçant le tombeau de votre bienfaitrice, mais je veux qu'il soit plus respecté qu'il ne l'est. » En agissant ainsi, il se comporta pas comme un ancien rival épris de haine, mais en roi de justice, se plaçant au-dessus des passions partisanes. Il méritera bien son surnom de Louis le Prudent. Ce ne sera qu'en 1777 que le roi Louis XVI acceptera de déplacer le tombeau. Le cercueil fut alors ouvert et on eut la surprise de trouver un corps en excellent état, notamment la chevelure blonde coiffée en tresse. Lorsque survint la Révolution, des émeutiers profanèrent le tombeau, le prenant pour celui d'une sainte. Ils passèrent les restes dans une urne déposée contre un mur de l'abbaye. 2 ans plus tard, un soldat ouvrit l'urne et, pensant toujours qu'il s'agissait d'une sainte, il prit des cheveux et des dents pour les vendre comme des reliques. En 1801, retrouvée incidemment, elle est remise dans le tombeau restauré au logis royal devenu sous-préfecture de Loches. Mais une question se posa alors. Après toutes ces péripéties, pouvait-on vraiment affirmer qu'il s'agissait bien d'Agnès Sorel? En juillet 2004, le Conseil général d'Indre-et-Loire décida de remettre les restes dans la collégiale Sainte-Ourse de Loches et demanda à cette occasion à une équipe scientifique d'identifier la dépouille avec certitude. C'est Charles Charlier, paléopathologiste au CHU de Lille, qui fut chargé de cette identification. L'urne fut donc de nouveau ouverte, mais elle ne contenait plus que quelques os, ne représentant pas plus de 10% d'un squelette.
Toutefois, Charlier constata aussitôt qu'il appartenait à toutes les parties du corps. Les restes d'un enfant né à 7 mois furent ainsi retrouvés. Il correspondait à sa fille, née à long terme et morte quelques jours avant elle. L'analyse des restes de la dame de beauté fut longue et minutieuse. Charlier s'intéressa d'abord au crâne, resté presque intact et qui correspondait parfaitement au tableau de Jean Fouquet. Grâce au sément des dents, un des constituants de la racine, qui prend un tour par an, tout comme l'écorce des arbres, avec un tour plus large en cas de gestation, il put constater qu'elle avait en effet moins de 30 ans. Il travailla ensuite sur les poils qui indiquaient qu'elle était blonde, et c'est alors qu'il fit cette découverte sensationnelle qui allait relancer, 555 ans plus tard, le mystère de la mort d'Agnès. Il constata, en analysant un poil d'aisselle, qu'il contenait du mercure en quantité considérable. Ce n'était pas de l'ordre de l'infinitésimal, comme pour l'arsenic retrouvé sur une mèche de cheveux de Napoléon en 1950. C'était en quantité astronomique, soit 10 000 fois la dose normale. Cette découverte permit de dire que le roi et ses contemporains avaient raison. Agnès avait bien été empoisonnée au mercure. Le mercure était alors un poison très répandu qui sera fréquemment utilisé en tant que tel pendant des siècles. Cet empoisonnement au mercure était la véritable cause de sa mort, finalement, et notamment de son flux de ventre qu'il avait emporté. Pouvait-on toutefois conclure, à partir de ces nouveaux éléments, qu'elle avait été assassinée? C'était peut-être allé un peu vite en besogne. A priori, on pouvait penser à un accident, ou comme l'on dit aujourd'hui, une erreur médicale. Atteinte d'ascaridiose, Agnès Sorel avait depuis longtemps dans ses intestins des parasites appelés ascaris, et elle était soignée avec de la fougère mâle et du mercure, l'un des composants les plus connus du traitement de l'ascaridiose à cette époque, également employé dans les grossesses difficiles. Ce traitement était parfaitement maîtrisé depuis l'Antiquité, et une erreur de dosage était impensable en raison de l'énormité de la dose retrouvée. Il s'agissait donc bien d'un meurtre. Le doute n'était plus permis. L'assassin d'Agnès sut habilement profiter des circonstances pour lui administrer ce mercure en quantité massive. Qui donc aurait pu le faire en toute tranquillité? Tout laisse à penser que ce ne pouvait être que le médecin Robert Poitevin, qui ne la quitta pas durant son agonie et qui proclama haut et fort après le décès qu'un empoisonnement était impossible, ce qui contribua d'ailleurs à le rendre suspect. Mais il est bien évident qu'il n'avait pas agi de sa propre initiative. L'empoisonnement lui avait été commandé par quelqu'un d'autre, peut-être payé. Mais par qui? Et pour quelle raison? Par qui? Comme on l'a vu, on songea d'abord à Jacques Coeur, le grand argentier qui tomba en disgrâce peu de temps après la mort d'Agnès. Comme on l'a vu également, il n'y a formellement, et il faut rappeler que Jacques Coeur devait tout à Agnès, qu'elle l'avait constamment soutenu, qu'ils étaient alliés en politique, et il est d'ailleurs vraisemblable que si elle était restée en vie, il n'aurait jamais connu la disgrâce et le procès que l'on sait. Plus crédible, en tant que coupable, la reine Marie d'Anjou, car elle avait un mobile. Même si elle semblait accepter la favorite,
il est vraisemblable qu'elle ne la portait guère dans son cœur, et on le comprend aisément. Lassée d'être continuellement bafouée, en espérant et en espérant qu'Agnès disparue, son époux qu'elle adorait, lui revienne, elle aurait finalement fini par éliminer sa jeune rivale avec la complicité de Poitevin, qui était aussi son médecin et aurait bien pu agir sur son ordre. Marie avait donc un mobile solide, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un tel acte ne cadrait pas du tout avec son caractère. Elle était douce de tempérament, n'était pas rancunière, et surtout était d'une grande piété. Elle n'avait donc nullement le profil d'un assassin. D'autres, à la cour, jalousaient aussi Agnès et ne l'aimaient pas beaucoup, mais jamais au point d'en venir à une pareille extrémité. On a cité, parmi les suspects, sa cousine, Antoinette de Maignelet, à qui Agnès confia ses filles. Antoinette était le reflet d'Agnès, en beaucoup moins jolie. Certains prétendirent qu'elle aurait souhaité la remplacer au prix du roi. C'est une hypothèse absurde. Antoinette aimait énormément sa cousine, et comme la reine, elle était douce et d'une grande piété. En fin de compte, le principal suspect, le plus crédible en somme, et celui qui ne reculera jamais devant un assassinat au cours de son règne, si cela était absolument nécessaire, c'est le dauphin Louis, futur Louis XI, dont on se souvient qu'il avait quitté la cour en jurant de se venger de ceux qui l'en avaient chassé, et qui, depuis ces montagnes du Dauphiné, qu'il gouvernait comme un souverain, poursuivaient Agnès de sa haine. Il avait toujours des gens à lui à la cour, et il n'avait jamais cessé de comploter depuis son départ. Cette hypothèse est parfaitement plausible, mais me laisse personnellement dubitatif. Louis XI avait de multiples défauts. Il était retors, fourbe, cruel, méchant. Mais celui que les Bourguignons appelleront l'universel règne n'était pas plus cruel que les autres, dans une époque rude où régnait encore la loi du plus fort, ou plus exactement du plus habile. Il ne mérite pas le portrait sinistre que l'on a souvent dressé de lui, même si l'on ne peut contester son tempérament jaloux, vindicatif et sa violence. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas le caractère de sa mère, et n'aurait pas reculé devant un assassinat, même celui d'une femme, s'il n'avait pas d'autre solution. Toutefois, comme sa mère, il était d'une grande piété, et celle-ci calmera souvent ses ardeurs belliqueuses. Enfin, ce fut un grand roi. Ce fut un grand roi qui savait jusqu'où il pouvait aller et ne franchira jamais la ligne rouge. Alors, faute de preuves, écrits ou témoignages, je ne me risquerai pas de lui attribuer l'empoisonnement de la dame de beauté. D'autres pistes ont encore été envisagées, d'autres coupables, bien plus modestes, désignés, mais toutes ces hypothèses relèvent de la plus grande fantaisie. Une seule, toutefois, me semblerait pouvoir tenir la route. J'ai retrouvé dans les chroniques de Bretagne, au temps de Charles VII, l'existence d'une brave fille de campagne native de Bourges, une certaine Catherine L'Huillier, dont la mère avait été violée par un seigneur du coin. Elle vivait dans la plus atroce misère, logeant dans une cabane au cœur de la forêt du Mans, et ne se nourrissant que de racines et de poissons de la rivière la Sarthe.
On ne sait comment un jour, Agnès, au détour d'une clairière, la croisa dans son bois. La malheureuse Catherine était aussi laide et difforme que pauvre, et bien qu'âgée d'une vingtaine d'années, en paraissait 30 de plus. Agnès prit de pitié, la recueillit, l'habilla avec des robes qu'elle ne portait plus, et l'engagea comme servante à son service. Elle la fit également soigner pour divers petits maux par le docteur Poitevin. Celui-ci, dont on disait qu'il ressemblait à une vieille chouette, se prit d'affection pour Catherine, qui serait devenue sa maîtresse. La fabuleuse beauté d'Agnès et sa silhouette harmonieuse soulevaient la jalousie à la cour, comme on l'a vu précédemment. Un constat s'impose en effet. La grande majorité des gens à la cour de Charles VII étaient, pardonnez-moi le mot, plutôt moches. J'allais rajouter et méchants. À commencer par le roi lui-même, son épouse Marie d'Anjou, le dauphin Louis, et la plupart des dames suivantes de la reine ou épouses de grands seigneurs, malgré d'incroyables efforts pour être un tantinet attirante. L'apparition soudaine d'Agnès à la cour en 1443, ce fut en quelque sorte un triomphe. Le triomphe de la beauté sur la laideur et la lumière sur l'obscurité. Elle portait souvent des robes de couleur vive et claire, mais aussi de la gaieté sur la morosité ambiante. Malgré toutes les bontés de sa maîtresse, la petite Catherine enviait sa beauté et sa grâce, et elle finira, dit-on, par la détester, au point peut-être d'en arriver, avec la complicité de son amant, le docteur Poitevin, de l'empoisonner. Valet de Viriville, auteur en 1863 d'une histoire de Charles VII et chercheur consciencieux et acharné, évoquera cette piste. Quoi qu'il en soit, si la plupart des historiens s'accordent aujourd'hui sur le fait qu'Agnès a bien été empoisonnée, bien malin qui pourrait donner le nom de l'assassin. Le mystère demeure entier. Agnès Sorel est entrée dans l'histoire comme la première des favorites. Mais ne retenir que cela serait terriblement réducteur. On oublie souvent de le dire, et je voudrais de nouveau insister sur ce point. Elle fut une ardente patriote, dans la lignée de Jeanne d'Arc. Dans sa vie, trop brusquement interrompue, avec toute son énergie et sa détermination, elle s'efforça d'atteindre deux objectifs. La restauration du pouvoir et de l'autorité royale mis à mal au début du règne de Charles VII, et la libération et l'unité du royaume. À sa mort, le premier était atteint et le second sur le point de l'être. Son action et son implacable volonté ont incontestablement changé le cours de l'histoire. Et cette femme libérée et indépendante annonça brillamment la Renaissance et les temps modernes. Je vous remercie.